D'accord, donc on commence. C'est Aziz, professeur de l'université Ibn Tufayl à Kenitra, un ami de très très longue date. Donc, il va nous introduire dans un peu le rapport entre le machine learning, l'intelligence artificielle et les géosciences. On sait très bien que beaucoup de développements autour de l'intelligence artificielle se sont faits grâce à la géographie, en particulier tout ce qui concerne les smart cities, le management urbain et même la voiture autonome et plein d'autres choses, le territoire augmenté, etc. On utilise souvent de l'intelligence artificielle liée au GPS, à la géolocalisation, aux coordonnées, à la géographie. Et tout cela, bien sûr, se base sur les systèmes SIG d'une manière générale, donc les systèmes d'information géographique, avec des données beaucoup plus complexes que ce qu'on a parfois l'habitude de traiter lorsqu'on travaille avec des données soft, par exemple de gestion. Voilà. Donc, Aziz, Abdelaziz Mredr est très dynamique dans un peu cette innovation scientifique qui concerne donc un petit peu à se situer dans l'interface de plusieurs domaines scientifiques. Notamment, il est entre nous, mathématicien, informaticien aujourd'hui, ce qui est déjà un défi en soi. C'est Abdelaziz, donc, marhaba, tu peux commencer. Bien, merci, merci Sijawad Donc, on a pour prévu cette. 30 minutes, Kreben. Et si j'arrive, j'ai préparé 60 slides, donc je vais essayer d'être très bref, très Voilà, rapide. c'est ça, on part. Donc c'est en principe 2 slides par minute. Bien. Voilà, donc mes chers amis, je suis très heureux encore une fois d'être parmi vous, de m'inviter au sein d'une communauté qui est en train de se mettre en place, une communauté qui s'élargit de plus en plus. Je suis en train de suivre à travers Sijawad, qui est un ami, un frère, un collègue de très longue date, donc depuis le CE1. Je tiens à le dire à chaque fois qu'on est dans une conférence, depuis le CE1. Donc, et nous représentons une génération de scientifiques marocains qui ont grandi dans le besoin d'innover et d'utiliser le potentiel local dans la perspective de rayonner à l'échelle internationale. Donc, يمكن لا كاميرا ما كانتش خدامه دابا هي خدامه. Voilà. D'abord, il fonctionne la caméra, Jawad. On voit d'abord l'exposé, donc. D'accord, très bien. Oui. Donc, alors, donc c'est une longue date de coopération et de travail en commun qui, alhamdoulilah, ces 2 dernières années, il commence à se concrétiser par la mise en place de ce processus d'échange ô combien important pour la communauté scientifique de tous les abords, parce que nous sommes conscients et nous sommes convaincus que le domaine de l'intelligence artificielle, des data et les domaines qui sont associés constituent vraiment l'avenir de l'université marocaine, voire même de l'économie nationale marocaine, nord-africaine et africaine. J'ai choisi pour mon intervention un titre qui est légèrement différent de ce qui a été présenté dans le prospectus. Si Jawad, nous nous sommes mis d'accord sur les data en géosciences, mais j'ai mis géostatistique et système d'information géographique. Ce sont des synonymes et je vais essayer donc de présenter ces 3 axes qui sont les data dans le domaine des géosciences, les systèmes d'information géographique et les géostatistiques. Alors, première remarque pour les collègues, les amis, les doctorants, les chercheurs qui sont avec nous. La plupart,
si vous n'êtes pas tous et toutes bien avisés, mieux avisés que moi dans le domaine de la statistique, vous allez remarquer que j'ai ajouté le préfixe géo en rouge à géostatistique pour dire que quand on parle de data en géosciences, on est dans un domaine particulier de l'analyse des données que vous connaissez, que vous maîtrisez très bien, mais qui a attrait à des thématiques liées à la géologie. Tout à l'heure, si Jawad il a parlé de géolocalisation, il a parlé de GPS, il a parlé de données spatialisées. Donc, les couleurs s'annoncent dès le départ en associant le mot statistique, en associant à la science statistique le préfixe géo pour dire que la science statistique que vous connaissez, elle a connu depuis les années 60, 70 et surtout les années 80 et actuellement les années 2000, une association qui a commencé à s'implanter et que vous utilisez tous et toutes, sans peut-être le savoir. Et il suffit que je vous rappelle que au moins une fois par journée, vous recevez un message où vous utilisez Google Maps, ce qui constitue vraiment un témoin sûr que vous êtes tous et toutes connectés à la géostatistique parce que lorsque vous utilisez Google Maps ou Waze ou n'importe quel support cartographique, vous êtes en train de manipuler des données géolocalisées, des données géographiques localisées. Et donc, le titre, les data en géosciences, partons du fait que la géographie, c'est une partie des géosciences. Donc, le thème data en géosciences, il trouve sa place dans l'espace que vous êtes en train de manipuler, à savoir l'espace de la maîtrise ou de la gestion des données en vue d'utiliser les techniques intelligentes de traitement et d'analyse des données. Et donc, le premier mot, c'est la géostatistique. Et le deuxième, c'est un mot, là où j'ai mis en rouge la lettre S et la lettre I pour vous rappeler que vous travaillez dans les systèmes d'information. Tout informaticien, tout mathématicien, il a manipulé un système d'information en général. Mais là aussi, je m'incruste parmi vous en ajoutant le mot géographique pour dire qu'on manipule aussi des systèmes d'information géographiques. Alors, là aussi, j'ai l'habitude de commencer mes interventions par des orientations bibliographiques. Alors, hier, en préparant cette intervention, j'ai trouvé parmi les dizaines et les dizaines de documents un article qui date du mois de mars 2020 intitulé Importance of Geostatistics in the Era of Data Science. Donc, dans la communauté des gens qui travaillent sur les data science, le mot géostatistique n'est pas un mot qui est étranger. Au contraire, il occupe une place très importante et on est là pour donner un petit peu les contours de la réflexion que mène donc un ensemble de scientifiques sur la place que doit prendre, que doit avoir la géostatistique dans cette, si vous voulez, cette nouvelle tendance qui est de la data science, le machine learning, l'intelligence artificielle, etc. Alors, pour commencer, là aussi, je vais vous mettre dans le contexte en vous présentant ce concept qui permet un petit peu de résumer notre domaine de définition pour utiliser un mot qui vous est très cher, qui nous est très cher, qui facilite un petit peu la communication et qui permet de justifier ou de présenter un petit peu l'ère spatiale dans lequel on va présenter ou qui va constituer le domaine où nous allons créer nos données. Alors, c'est une zone que les géoscientifiques, alors quand je dis les géoscientifiques, ce sont les personnes qui travaillent dans le domaine de la géologie, la géographie. Bonjour, c'est Ousmane. Donc, dans le domaine de la géologie, de la géographie, de la géomorphologie, de la géologie du pétrole, de l'environnement, des sciences de l'eau, l'hydrologie, etc. Donc, alors, pour rassembler tout cela, les géoscientifiques, ils ont créé un concept qu'on appelle concept de zone critique. Donc, je vais essayer de trouver un pointeur laser
là où je vais. Est-ce que le pointeur apparaît si Jawad? Oui, il apparaît, c'est bien. D'accord. Donc, les géoscientifiques, ils ont créé ce concept de critical zone ou de zone critique qui constitue une zone intermédiaire entre plusieurs écosystèmes. Alors, il y a l'écosystème atmosphérique, l'atmosphère, là où tous les climatologues, toutes les personnes qui travaillent sur la climatologie, elles tentent de le connaître, de le maîtriser, de classer les différents types de nuages, de suivre leur déplacement, ce qui constitue donc une source de mesure euh, des paramètres liés au climat. Et donc, de là sort le thème des changements climatiques rapidement. Changement climatique, c'est un terme très lié au problème de prédiction, parce que déjà, quand on parle de changement climatique, tout le monde s'attache maintenant à utiliser les données passées des climats récoltées sur les 200, 300 et même avant, pour nous en géologie, on a des disciplines qui permettent de collecter des données sur l'évolution des climats au cours des temps géologiques, au cours des millions d'années. Donc, nous avons ici l'atmosphère, nous avons les précipitations, nous avons aussi l'évapotranspiration. Donc, tout cela, il concerne donc la partie climatique. Alors, ici, donc, nous avons le sol avec le couvert végétal, le domaine des écologistes, les gens qui travaillent sur les types de forêts, l'exploitation des forêts, les types de bois, etc. Nous avons ici l'activité anthropique, l'agriculture, etc. Et puis nous avons l'activité industrielle. Nous avons les rivières en tant aussi que source d'activité humaine. Et puis nous avons le sous-sol. Alors dans le sous-sol, il y a toutes les ressources que l'on ne voit pas. Alors en grande partie dans mon intervention, je vais essayer de vous présenter ce qu'on fait ici dans le sous-sol et comment on essaie de le conceptualiser pour que toutes les personnes, même les personnes qui sont en dehors de thème de la géologie, c'est l'objectif de mon travail avec Si Jawad, Si Hassan et toute l'équipe de l'intelligence artificielle, c'est un petit peu d'établir donc un lien, d'établir des ponts qui permettent de faciliter donc cette sorte de traduction de paramètres géoscientifiques, les paramètres qui sont liés au sous-sol, pour les traduire et les approcher des personnes, des gens qui travaillent sur les data en général, les sciences des données et en conséquence sur l'intelligence artificielle en général. Alors, pour aborder cette zone critique, il y a plusieurs démarches, mais nous, on va présenter surtout les approches quantitatives. Il y a une petite erreur, oubli de N ici, les approches quantitatives de l'étude de la zone critique. Et pour pouvoir donc s'approcher quantitativement de cette zone critique, on est obligé de définir ce qu'on mesure. Alors, ce qu'on mesure, pour emprunter un mot très cher aux statisticiens, alors tout ce qu'on mesure ici, que ce soit pour les paramètres climatiques, les paramètres liés au sol ou les paramètres du sous-sol, là où il y a les ressources naturelles les plus importantes que vous connaissez sont l'eau, le pétrole, les mines, que si vous voulez, l'économie, si vous voulez, en a besoin pour en optimiser l'exploration et l'exploitation. Donc, toutes les mesures que l'on fait ici dans cette zone critique, il consiste à décrire des échantillons moyennant des variables. Et donc, on définit une variable, donc, mais ici, dans le nouveau contexte de la variable au sens statistique, vous la connaissez. La variable au sens géostatistique, c'est toute propriété d'un échantillon de sol, mais qui présente une variabilité spatiale. Voilà donc un nouveau mot que je vous demande bien sûr de suivre ce que je vais essayer de résumer dans les 30 minutes
qui me sont alloués. Donc, il y a le concept de variabilité spatiale et qui peut être mesuré en termes de valeurs numériques. Alors, évidemment, il y a toutes les techniques de mesure actuelles que les géoscientifiques sont en train de développer. Vous savez, quand on a besoin de construire un train, la plateforme d'un train à grande vitesse, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'un TGV, il est censé exister pour au moins 50 ans, voire même plus. Donc, il faut que le substrat, il faut que le sol sur lequel on va construire, il faut qu'on maîtrise au maximum ses propriétés actuelles et futures. Et donc, le fait de mesurer ces propriétés, alors je vais dire géotechniques, mais qui sont, pour faciliter un petit peu le langage, ce sont des propriétés physiques, ça, on aura pour objectif de caractériser la variabilité spatiale des couches du sous-sol. Alors, le problème de la zone critique, il ne peut pas être séparé d'un ensemble de… Parce que la zone critique, finalement, pour la localiser, il est la très petite tranche de surface qui est développée ici par ce petit schéma et qui montre que ce qu'on étudie, il n'est vraiment qu'une très petite fraction d'un globe terrestre qui fait 6367 kilomètres de rayon. Donc, c'est une sphère. Et donc, si on a créé le concept de zone critique pour décrire les interactions entre les écosystèmes qui ne sont pas liés à la surface de la Terre et les écosystèmes de la surface de la Terre et les écosystèmes du sous-sol de la Terre, tout cela, il ne reste qu'une très petite fraction d'un grand écosystème qui est la Terre et qui est considéré dans cette, si vous voulez, dans cet angle de vue, sous cet angle de vue, comme étant un système physique en perpétuel mouvement. L'existence de séismes en est un témoin, l'existence de volcans en est un autre témoin, et les témoins sont tellement nombreux que tous les scientifiques qui ont si vous voulez, des projets d'études physiques, ils trouvent dans le système terrestre des sujets d'application sans aucun problème. Alors, donc, pour résumer, dans la zone critique, c'est l'interface entre l'atmosphère, la biosphère, la lithosphère et l'hydrosphère, et chaque composante et les sources de données dont les mesures ont commencé il y a très longtemps et on va montrer tout à l'heure, ils sont en train de connaître un accroissement extraordinaire avec l'apparition de ce qu'on va appeler tout à l'heure les mesures en continu. Alors, pour aller plus vite dans ces écosystèmes ou dans ces systèmes qu'on vient de mettre en évidence, il y a, si vous voulez, plusieurs composantes ou si vous voulez, qui sont de l'ordre du domaine de l'intervention d'un certain nombre d'administrations. Alors, juste par exemple, je donne à titre d'exemple, tout ce qui est hydrosphère, que ce soit ici au Maroc ou dans les pays francophones en général, il y a une autorité qui gère ces bassins versants, qu'on appelle les agences de bassin. Il y a le domaine de l'hydrométéorologie, tout ce qui est précipitation, vent, etc. Il y a le domaine des ressources en eau souterraine, et donc il y a, si vous voulez, une terminologie propre à ce domaine. Il y a le sol, le domaine d'agriculture, le sol et anthropisation. Le sol, donc, si vous voulez, support de l'agriculture, mais aussi support d'une activité industrielle intense. Il y a les problèmes littoraux avec tout ce qui se passe actuellement comme impact des changements climatiques sur la variation des niveaux marins. Et puis, il y a des thèmes spécifiques comme les zones humides, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez, on peut réserver
une autre séance pour développer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces écosystèmes? Alors ici, j'ai mis une carte. La carte, il constitue un élément important dans notre démarche. Tout à l'heure, lorsque j'ai commencé mon intervention, je vous ai rappelé que Google Maps, c'est un ensemble de cartes mondiales. Nous, chaque échelle de l'analyse, notre point de départ, c'est une carte. Et normalement, le terme que je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle de système d'information géographique, en fait, parallèlement à ce que vous connaissez dans les systèmes d'information en général, des systèmes qui traitent des données nombreuses, nous, dans les systèmes d'information géographique, on traite les données nombreuses, mais qui sont géolocalisées, c'est-à-dire qui sont représentées dans un support cartographique. Donc, la carte, elle constitue pour nous un support d'information extraordinairement important. Alors, donc, sur les objets de la carte, on va faire de très nombreuses mesures que l'on peut représenter avec différents supports d'information. Donc, ici, par exemple, j'ai représenté la variation de quoi? La variation de la largeur des lits mineurs de l'Oued-Soubou. Si vous avez ici le Oued-Soubou, il est là. Donc, on suit la largeur du Oued-Soubou sur une distance de 48 km. Mais on peut faire c'est-à-dire on peut faire des mesures sur tout le tracé de l'Oued, ça fait 600 km. Donc, il y a la notion de répartition géographique de la donnée. C'est pour cela qu'on va parler de données spatialisées. On va parler tout à l'heure de statistiques spatiales. Et on va parler tout à l'heure aussi, si on peut parler de géo-intelligence. Géo-intelligence pour dire que à partir du moment où nous avons des données qui sont mesurées en continu, je peux commencer à espérer faire une analyse, si vous voulez, de la variabilité des phénomènes, mais une analyse quantitative. Une analyse qui tend à trouver, par exemple, des valeurs de tendance centrale, les moyens, les variances, les écarts types, etc. D'où le paramètre géostatistique qu'on a évoqué au début. Alors, pour faciliter un petit peu la tâche aussi lorsqu'on présente les données géoscientifiques, on essaie de trouver quelque chose qui nous dit comment est-ce que ces évolutions se font. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a un rythme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous faciliter la tâche? On dit que généralement, les données géoscientifiques, elles connaissent quelque chose qui peut rappeler toutes si vous voulez, les phénomènes de périodicité. Alors, même si les phénomènes naturels, ici, il y a une représentation de la cyclicité à long terme. Donc, nous avons ici des mesures d'un paramètre je crois, des débits de l'Oued, de 1900 à 1980. Ça fait 80 ans de mesures. Alors, on peut détecter ici certaines cyclicités. Il y a une sorte de variation périodique de ces débits. Alors, ici, on peut aussi voir qu'il y a des périodes de sécheresse, des périodes d'humidité. Donc, on tend à décrire la variabilité en la réduisant par la création ou par la détection de certaines périodicités. Là, c'est le suivi des nappes souterraines. Ici, c'est l'exemple. Ici, on est à Ain Bnimtar. Ici, on est à Sès. Et là, vous voyez qu'on fait des suivis sur quelque chose comme de 82 à 2006, donc sur plus de 30 ans. De même, on peut faire des suivis de 1968 à 2004. Ça fait le deuxième type de données que l'on peut mesurer. Alors, tout à l'heure, nous avons suivi sur une distance de 48 km la variation de l'île de l'Oued-Soubou.
Vous pouvez vous demander pourquoi on suit le Wetsubu. Alors, tous les projets d'aménagement que vous savez, les barrages, les canalisations pour l'agriculture, etc., ils ont besoin de ces mesures. Et nous, en géologie, on exploite ces données de temps en temps. Donc, vous voyez que nous avons au moins deux types de séries, donc des séries de mesures qui se font dans l'espace. C'est pour cela qu'on va parler de données ou de statistiques spatiales, et de séries qui se font dans le temps. Et donc, nous avons aussi des séries temporelles. Alors, parler de séries spatiales, séries temporelles, ça vous permet de voir que on peut commencer à réfléchir à la notion de tendance. Est-ce qu'on peut dégager des tendances? Est-ce qu'on peut regrouper les données par période? Est-ce qu'on peut regrouper ces données par famille dans l'espace, etc. Donc, la notion d'inférence, la notion de classification, la notion de clustering, il va commencer à se profiler dès le départ. Alors, deuxième type de données que l'on établit lorsqu'on effectue des mesures sur les couches du sous-sol, ce sont des données géophysiques. Alors, ici, là aussi, le préfixe géo, il va s'inviter, mais il est fusionné avec la physique. Ici, tout à l'heure, c'était avec les systèmes d'information, avec les statistiques, maintenant avec la physique. Et on peut maintenant généraliser en disant qu'on peut établir aussi des données géochimiques. On peut faire des mesures géomécaniques. On peut faire un tas de choses lorsqu'on fait des mesures sur le sol et le sous-sol. Donc, les mesures que l'on fait sont des mesures qui permettent de quantifier un peu les propriétés du sous-sol. Alors ici, nous avons une image, peut-être que vous les avez vues dans les documentaires, mais au moins, vous savez ce que c'est qu'un séisme. Et pour comprendre ce que c'est qu'un séisme, nous avons besoin de données qu'on appelle des données sismiques. Alors, ce que vous voyez, les alternances ici que vous voyez en blanc et noir, ce sont des couches du sous-sol. Et vous voyez qu'on a une multitude de couches. Évidemment, ce ne sont pas des couches que vous voyez en surface. Ici, ce sont des couches qui sont représentées par des ondes. Et donc, chaque interface entre des couches qui présentent ce qu'on appelle un contraste d'impédance acoustique différent, il peut être représenté par un système d'ondes sur lequel on effectue des analyses d'amplitude, des analyses de fréquence, des analyses de continuité. Et en évoquant ces grandeurs, vous savez qu'une coupe sismique pareille, ça sera une mine d'informations parce que au lieu d'étudier les roches dans l'espace, on peut les étudier par l'intermédiaire de leur image, si vous voulez, en amplitude, par leur image en fréquence. Donc, on fait de l'étude des couches du sous-sol, mais de manière indirecte. Donc, la géophysique, c'est la panoplie des méthodes indirectes utilisées pour les géologues pour étendre leur champ d'analyse à des profondeurs très importantes. Alors, à ce titre, je peux vous dire que nous pouvons faire des analyses qui peuvent aller jusqu'à 5000, 6000, voire même plus mètres. Donc, 5 km, 6 km. Et ceci, il se justifie lorsque vous saurez qu'un forage pétrolier, c'est en moyenne 3000, 4000 mètres. Donc, vous imaginez aussi que dans le domaine des géosciences, le traitement des données ne va pas se faire dans le but fondamental uniquement, mais bien au contraire, on travaille sur des problématiques pratiques qui sont liées à l'exploitation des ressources naturelles, qui sont principalement le pétrole, l'eau, les mines et les problèmes de génie civil. Alors, ce qu'on peut construire de ces analyses, ce sont tout d'abord, alors je vais commencer, alors ce que vous voyez ici, ce sont les points de mesure. Et ces points de mesure, ils sont traduits en cartes. La notion de carte, elle revient à chaque fois. Tout à l'heure, je vous ai présenté un support cartographique là où on analyse les comportements des hydrosystèmes. Là, je vous présente une carte là où on présente n'importe quelle propriété du sous-sol,
Alors, comme par hasard ici, on analyse, je vous présente ici une carte qui n'est autre qu'une fonction polynomiale. C'est une fonction de x, y et z. Et z, le z ici, il peut prendre n'importe quel paramètre que vous savez, l'altitude, l'accélération de la pesanteur, une anomalie magnétique, une anomalie électromagnétique, une pollution du sol, etc. Donc, vous voyez que la surface du sol, c'est plein de données. La surface et la subsurface, c'est plein de données mesurables que l'on mesure sur des grilles régulières et on va montrer tout à l'heure à quoi elles vont servir ces mesures. Alors, les couches du sous-sol, elles peuvent être caractérisées par des grandeurs mesurables, notamment ici, on peut les caractériser par le terme densité. Les roches ne se ressemblent pas, comme les personnes ne se ressemblent pas. Elles varient par leur masse. Et donc, la masse par unité de volume, ça donnera la densité. Et il y a des appareils qui permettent, via les mesures de l'accélération de la pesanteur, s'il y a des géoscientifiques qui sont parmi vous, ils vont dire que il est en train de simplifier au maximum les problèmes, ce qui est normal. Je suis en présence d'informaticiens et de mathématiciens en particulier, en général. Et donc ici, nous utilisons ce qu'on appelle un gravimètre pour mesurer la variation de l'accélération de la pesanteur. Vous savez que la valeur de l'accélération de pesanteur qu'on nous a donnée depuis qu'on était au lycée, c'est une valeur moyenne qui tend à moyenner les valeurs fluctuant de l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Et cette valeur, elle fluctue entre autres paramètres. Il y a plusieurs paramètres qui contribuent à cette fluctuation, mais parmi ces paramètres, on a la distribution des corps lourds, les couches. Ici, c'est la surface de la Terre. Donc, les mesures de G, ils sont influencées par la distribution des corps lourds et des corps légers. Alors, les corps légers, ce sont les couches qui permettent de contenir de l'eau. Les corps lourds, ce sont des couches qui ne sont pas susceptibles de contenir de l'eau. Et donc, on peut commencer à espérer, si vous voulez, faire de la prédiction sur la distribution des ressources en eau à partir des mesures gravimétriques. On peut faire des mesures aussi électriques, des échantillons de roches, la même chose, la même démarche. Tout à l'heure, on avait un tableau qui me permet de donner la valeur de la densité moyenne des roches ou des matériaux terrestres. Donc, vous voyez que nous avons plusieurs types de matériaux terrestres et à chaque famille, nous avons des valeurs caractéristiques. Vous imaginez qu'entre la réalité que tout le monde voit, que vous avez vu en 5e année lorsque vous étiez dans une classe et on vous a donné des éléments de géologie, on vous a parlé des différents types de roches. Nous, les roches, on les approche par des paramètres quantifiés qui sont par exemple la densité. Et vous imaginez que les valeurs de densité que l'on va récolter lorsqu'on va faire des mesures des propriétés ou des densités à la surface de la Terre sont autant variables que varient les différents types de roches à la surface de la Terre. Donc, on n'est pas seulement dans le big data, mais on est dans les très grandes bases de données, les énormes bases de données. Imaginez, par exemple, le ministère de l'Énergie et des Mines qui gère tout le territoire marocain et il effectue des mesures de densité des couches du sous-sol sur tout le territoire marocain. Donc, il doit gérer des bases de données énormes de densité. Alors, c'est ce qu'on fait chaque jour. Et c'est pour cela, les big data, l'intelligence artificielle, elle nous est indispensable. Je vais vous donner un autre exemple de mesure qu'on fait pour les couches du sous-sol. Ici, ce sont des mesures. Ici, nous avons un échantillon de sol, ici, que l'on met dans un dispositif qui comporte un générateur de courant, un appareil de mesure de potentiel, et on branche l'ensemble, c'est-à-dire
le voltmètre et le générateur associé à l'ampèremètre, on le branche à l'échantillon de roche. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est des choses qui se font naturellement au laboratoire. On peut faire des mesures sur des échantillons de roche. Et moyennant, si vous voulez, une échelle standard, on peut, à partir de la mesure de ce qu'on va appeler par la suite la résistivité, on peut remonter, donc on fait le chemin inverse. C'est pour cela on fait des inversions. À partir des mesures électriques des échantillons de roche, on va remonter au type de roche. Alors, je vais passer rapidement. Là, c'est le dispositif de mesure qu'on appelle par l'occasion un résistivimètre. Et le problème, il est quantifié de manière parfaite depuis une centaine d'années par des géophysiciens français, notamment la famille Schlumberger, dont vous connaissez le nom à travers l'exploration pétrolière. Alors, ce qu'on obtient, c'est pour représenter, si vous voulez, la composition des couches dans le sous-sol. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de traduire, si vous voulez, le comportement électrique d'une roche par une valeur de résistivité, le comportement ou la densité des roches par des valeurs de densité mesurées par un gravimètre. Alors maintenant, on va représenter la composition en couches d'un sous-sol. Vous avez ici première couche, deuxième couche. On la représente par des courbes, tout simplement, par des courbes. Alors, si vous savez que sur un terrain comme le terrain d'une ville, tous les travaux que l'on fait actuellement pour, si vous voulez, assurer la stabilité des constructions, on doit faire des mesures pareilles. Donc, dans une campagne de mesure, on peut faire jusqu'à 1000 sondages. Alors ça, on l'appelle un sondage électrique. On peut faire jusqu'à 1000 sondages électriques. On peut faire du 500 sondages électriques. Donc, on peut faire des mesures de densité, on peut faire des mesures électriques, on peut faire des mesures de variation du niveau de l'eau au cours du temps. On peut faire des mesures des dimensions d'un fleuve pour dimensionner, si vous voulez, les barrages. Alors, ici, les dispositifs de mesure, j'ai délibérément voulu présenter cette image parce que c'est tout ce qui permet. Donc, ici, vous voyez une électrode que l'on implante à la surface du sol liée à un câble et le câble, elle est ramené à l'appareil. Donc, ici, c'est un appareil électrique qui permet d'envoyer le courant électrique, faire un certain nombre de manipulations et puis obtenir une image dont je vais vous donner un exemple, une image continue de ce type. Donc, ici, vous avez le dispositif qu'on était en train de présenter. Vous avez ici les électrodes. Et puis, à partir d'un certain nombre de traitements, on va obtenir une image des couches du sous-sol, mais il n'est pas une image. C'est à l'exemple de l'échographie qu'on fait pour le corps humain. Pour le corps humain, les médecins, ils ont besoin de voir un petit peu l'intérieur du corps humain. Ici, on fait des images électriques qu'on appelle, justement, on appelle des tomographies électriques qui contiennent des informations à tous les points. Donc ici, on peut faire, si vous voulez, jusqu'à 500 mesures au-dessous de ces mesures, au-dessous de ces électrodes. Donc, on peut faire jusqu'à 500 mesures. Et puis, je termine cette présentation des techniques d'acquisition des mesures en géosciences par présenter ce qu'on appelle les diagraphies, qui sont des mesures des variations des paramètres physiques. Mais alors, tout à l'heure, on était en... Ouais, 5 minutes à peu près. Et voilà, donc, je vais laisser le côté géostatistique pour la suite. Oui. D'accord. Donc, je termine en montrant ce qu'on fait dans un forage, c'est-à-dire dans un forage. Alors ici, j'ai pris uniquement de 100 à 140 mètres, c'est-à-dire c'est-à-dire sur 40 mètres, je peux avoir un signal qui montre la variation des propriétés ici, une propriété qu'on mesure le potentiel spontané, donc on mesure les propriétés des couches du sous-sol. Alors juste, je termine, heureusement que j'ai mis ici un exemple d'utilisation des diagraphies qui utilisent justement les réseaux de neurones. Donc ici, une diagraphie, vous voyez que nous avons
la mesure de la variation des mesures diagraphiques. On peut faire plusieurs mesures, la mesure de gamma ray, de résistivité apparente, de potentiel spontané dans le même forage. Alors, lorsque j'ai commencé à préparer donc ces séries d'interventions, moi et Jawed, on s'est rendu compte que l'application des réseaux de neurones chez les Américains sur les données géoscientifiques, il a commencé en avril 96 et bien avant. J'ai des articles qui datent de la fin des années 80. Donc, vous voyez que l'utilisation de l'intelligence artificielle en géosciences tendant à exploiter ces données, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Et donc, c'est un champ d'application qui est très large et qui continue de s'élargir chaque jour. Alors, sur ces enregistrements, les auteurs, ils ont, si vous voulez, échantillonné les mesures des données de gamma ray, de résistivité, de potentiel spontané. Ils ont construit un réseau de neurones et ils ont, si vous voulez, prédit la succession de couches à partir ici de réseaux de neurones qui exploitent les mesures de diagraphie, de sondage électrique. Alors, nous avons aussi des exemples où la gravimétrie a été appliquée, les méthodes électriques ont été appliquées et les méthodes sismiques ont été appliquées. Je n'ai pas le temps de tout présenter, mais je crois que cette demi-heure a été suffisante pour vous montrer que il y a un champ d'application énorme, énorme, énorme des techniques d'intelligence artificielle en géosciences. Évidemment, lorsque vous allez prendre note de cette existence, vous allez voir à chaque fois que vous cherchez un exemple d'application qu'on a recours aux données géophysiques pour faire ces applications. Nous restons ouverts à toute question, toute possibilité de collaboration avec un de vous. Je te remercie, Jawad et Hassan, pour l'occasion que vous me donnez pour présenter ces techniques géophysiques. Donc, bien sûr, je profiterai d'une autre intervention pour vous présenter un petit peu les… Alors là, c'est les résultats de ces modélisations. Vous voyez que ici, le modèle calculé, ça c'est en 95, hein, le modèle calculé, et n'est pas vraiment très loin du modèle réel. D'accord? À titre d'exemple, on est en train de faire le même travail actuellement au Maroc. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah, pour une autre intervention. Merci, Jawad, et à la prochaine. Merci, c'est Aziz. Hassan, tu es là? Oui, je suis là. C'est des… Ah, tu es donc… Non, allez-y, allez-y, Jawad. Ce que j'aimerais bien dire, c'est que l'opportunité d'appliquer l'intelligence artificielle dans des domaines industriels est vraiment intéressante pour tout le monde. Et c'est l'objectif qui nous a poussé, qui nous pousse depuis longtemps à nous ouvrir sur un peu des domaines scientifiques comme la géologie, la géophysique, les géosciences d'une manière générale. Surtout que le Maroc a un grand besoin de se positionner dans ces secteurs. Donc, l'exploitation des ressources naturelles, les mines, donc, toutes les analyses pétrolières et toutes les études pétrolières, ce sont des domaines très, très intéressants. Bien sûr, en plus des problèmes climatiques, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, le directeur de l'UTC, c'est Hassan, lui, il travaille un petit peu sur ça. Et il a eu des prix aussi, des médailles de l'État français, parce que tous les aspects météorologiques et puis le mouvement des océans, etc., il le traite par l'analyse des données et par l'intelligence artificielle, un petit peu dans ce que nous a présenté C. Aziz. Donc, merci beaucoup, C. Aziz. Qu'il y ait une ouverture, et je vais demander en particulier aux doctorants, à mes doctorants, de travailler sur le machine learning pour la prévision, en particulier
introduire, modéliser et évaluer les séries temporelles que Aziz a présentées, et qui jouent un rôle très, très important dans beaucoup de champs, qu'ils soient financiers, comme nous allons le voir avec Souheil, ou géologique ou géophysique, ou l'évolution de tout écosystème. Donc, voilà. Merci, c'est Aziz, encore une fois. S'il y a une question ou deux, je suis là pour répondre. نخليو les questions D'accord. لا يمكن جواد عندي une réunion ديال l'AMG ديال l'association هذا donc il commence à 6 heures donc s'il y a une question je واخا كانت une question d'abord une question هذا je serai pas jusqu'à la fin. Hassan pour Oui, merci, c'est Aziz. C'est toujours intéressant de vous écouter, donc c'était vraiment bien. La discussion est ouverte. Est-ce qu'il y a des questions, Shabab? Il y a des questions? Vous avez limité donc, le nombre à une, donc c'est pour cela donc la barre est... Non, je suis là jusqu'à la fin, mais il n'y a pas de problème. Allez-y, n'hésitez pas, je vais essayer j'essaierai de répondre ma volontiers. D'accord. Très bien, c'est Aziz. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Donc, s'il n'y a pas de questions. Donc, il n'y a pas de questions parce que. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci. Je prendrai. Ça m'a fait plaisir comme ça à chaque fois, c'est Hassan, de présenter l'approche, enfin les éléments qui constituent, les éléments de base qui peuvent intéresser les gens qui travaillent sur le machine learning et l'intelligence artificielle et les applications dans le domaine des géosciences. J'espère que la prochaine fois, je vais pouvoir présenter un exemple d'exploitation des données d'intelligence artificielle qu'on est en train d'effectuer pour l'étude de la stabilité d'un immeuble et pour l'exploitation des ressources pétrolières dans un bassin marocain. Ça fait 2 études qu'on est en train de mener. J'espère la prochaine fois pouvoir vous donner les résultats préliminaires. Voilà. Inch'Allah. Donc, c'est très intéressant donc, comme sujet. Donc, on a besoin d'un petit recul pour bien comprendre toutes les démarches et les enjeux derrière. Inch'Allah. Voilà, c'est Aziz, shukran. Barakallahu fik. Merci, à la prochaine fois, Inch'Allah.